Bonsoir et merci de votre fidélité à notre chaîne. Il est tout juste 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les titres de l'actualité de cette soirée. Le secteur aéronautique au Maroc prend de la hauteur avec le lancement hier du projet d'une usine de production des trains d'atterrissage du groupe Safran à Noissar. Un méga projet présenté lors d'une cérémonie présidée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El Hassan au palais royal de Casablanca. Et puis nous irons à Addis Abeba où s'est ouvert aujourd'hui le 39e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine avec la participation du chef du gouvernement Aziz Akhnouch représentant Sa Majesté le roi Mohammed VI. Au dossier inondation, le dispositif du retour progressif des populations des zones sinistrées est activé suite à l'amélioration notable des conditions météo dans le royaume. Le ministère de l'Intérieur a annoncé dans un communiqué l'adoption d'un plan d'action spécifique pour chacune des provinces concernées. Le Maroc franchit un nouveau cap dans l'aéronautique avec le lancement du projet d'une usine de production des trains d'atterrissage du groupe Safran à Noissar, un méga projet présenté hier lors d'une cérémonie présidée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El Hassan au palais royal de Casablanca. Considéré comme l'un des plus grands centres de fabrication de systèmes d'atterrissage au monde, de Safran Landing System, le nouveau site industriel qui sera implanté au cœur de la plateforme industrielle intégrée dédiée au métier de l'aéronautique et de l'espace, Mid-Park de Noissar, viendra doter le royaume d'un segment industriel des plus pointus, usinage de précision, assemblage de haute technicité, essais, certification et maintenance avancée. Les développements avec Nissil Hamdaoui. Au début de cette cérémonie, il a été procédé à la projection d'un film institutionnel qui met en avant la trajectoire d'excellence opérée par le Maroc sous l'impulsion de Sa Majesté le roi. Un cheminement axé sur la modernisation et l'innovation industrielle et ayant permis au royaume, grâce à des ressources humaines hautement qualifiées et des infrastructures industrielles et logistiques de premier plan, de s'affirmer comme référence mondiale dans le domaine de l'aéronautique. Naam Seydi Azakallah, Majesté. À cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Riyad Mzour, a prononcé une allocution devant le souverain, dans laquelle il a affirmé qu'en 2 décennies, le Maroc, guidé par la vision éclairée de Sa Majesté le roi, s'est hissé au rang de plateforme aéronautique de référence mondiale. Majesté, dans cette épopée aéronautique marocaine, le groupe Safran occupe une place singulière. Partenaire du royaume depuis plus d'un quart de siècle, il a accompagné la montée en gamme de l'industrie aéronautique marocaine et de ses compétences. C'est un partenariat historique qui se confirme et se renforce davantage par un nouveau projet, une nouvelle ambition et de plus grandes perspectives. Safran Landing Systems choisit le Maroc pour l'implantation d'un des plus grands centres de production de systèmes d'atterrissage au monde. Au cœur de Mid-Park à Noissar, cette plateforme intégrée inaugurée par Votre Majesté donne naissance à une usine de nouvelle génération de 26 000 m² sur un foncier de plus de 7 hectares et avec un investissement s'élevant à plus de 3 milliards de dirhams. Majesté, c'est avec une profonde gratitude, un immense respect
Pour sa part, le président du conseil d'administration du groupe Safran, M. Ross McInnes, a rappelé le lancement en octobre dernier, sous la présidence de Sa Majesté le Roi, du complexe industriel de moteurs d'avion de Safran, se disant ravi de poursuivre avec le Maroc cette épopée technologique et d'embarquer le Royaume dans une nouvelle aventure, celle de la production de systèmes particulièrement critiques à bord des avions, les trains d'atterrissage. Je suis donc fier d'annoncer la création d'une des plus grandes usines au monde pour les équipements de trains d'atterrissage à Casablanca. Cette usine, qui sera construite au meilleur état de l'art et dotée d'un outil de production moderne et performant, abritera des procédés de haute technologie et des expertises clés de notre groupe. Cette usine représente un investissement de plus de 280 millions d'euros et créera à terme 500 emplois. Elle sera par ailleurs alimentée à 100% en énergie décarbonée. Par la suite, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé la cérémonie de signature du protocole d'accord relatif à l'installation de l'usine de production des trains d'atterrissage du groupe Safran à Noisser. Le protocole d'accord a été signé par messieurs Riyad Mezzour, ministre de l'Industrie et du Commerce, Karim Zidane, ministre délégué chargé de l'investissement, de la gouvernance et de l'évaluation des politiques publiques, et Ross McInnes, président du conseil d'administration du groupe Safran. Leader mondial numéro 1 des fabricants de moteurs d'avion court et moyen courrier, le groupe Safran renforce davantage sa présence au Maroc, où il a choisi de s'implanter depuis 25 ans, témoignant ainsi de la montée en puissance de la base aéronautique marocaine, édifiée grâce à la vision clairvoyante et au leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Et toujours au Palais Royal de Casablanca, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu le président du conseil d'administration du groupe Safran, Ross McInnes. Et pour analyser la portée de ce grand projet, avec nous sur ce plateau, Zakaria Ferrano, professeur d'économie à l'université Mohammed V de Rabat. Professeur Ferrano, bonsoir. Bonsoir. Alors le choix du Maroc par le groupe Safran pour lancer l'un des plus grands centres de fabrication de trains d'atterrissage au monde, il faut le dire, n'est pas fortuit. Tout à fait. Je dirais aussi, effectivement, ce n'est pas inopiné que, au contraire, je dirais que ça vient d'une vision déjà éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et qui était prospective par rapport au développement de l'industrie marocaine. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est les réalisations de plus de 25 ans d'investissement et aussi de vision ou clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI par rapport au secteur industriel. Aujourd'hui, le secteur aéronautique, comme vous le savez, est un secteur qui est porteur par l'emploi, par la valeur ajoutée qui est créée et aussi par rapport aux exportations. Les chiffres en témoignent, ce que nous voyons aujourd'hui, 26 milliards de dirhams d'exportation, nous avons 25 000 emplois et nous avons également une capacité productive qui est très importante au niveau international. Et là, ça confirme pourquoi Safran tient toujours au Maroc. Et aussi, si on prend un peu ce partenariat qui a duré plus de 25 ans avec ce géant de production aéronautique, ça va permettre de drainer des conclusions très importantes. Premièrement, la confiance en l'industrie marocaine. Deuxièmement, le partenariat gagnant-gagnant avec Safran et aussi avec le plus grand producteur au monde qui est Airbus en termes d'industrie aéronautique. Et troisièmement, c'est cette continuité vis-à-vis de la confiance économique quant à la possibilité du Maroc qu'il peut, je dirais, aller vers l'élan le plus important en termes technologiques et atteindre des niveaux concurrentiels au niveau international. Je rajouterai un élément fondamental, c'est que Safran aujourd'hui, il va permettre au Maroc, et aussi dépendamment de ce que possède le Maroc en termes d'infrastructures industrielles et aussi en termes de capacité productive, d'atteindre un nouveau sommet en termes de production aéronautique, c'est ce qu'on appelle les trains d'atterrissage, qui sont très importants en matière technologique et qui sont, et je pense que le Maroc, c'est le seul pays africain qui va bénéficier
bénéficier de ce transfert technologique qui va lui permettre d'atteindre des sommets en matière de concurrence internationale. Il faut dire qu'aujourd'hui, le Maroc est en train de vivre donc une épopée technologique grâce à une vision royale, il faut le dire, stratégique. Alors, quelle sera la portée de ce projet de nouvelle usine donc, de pointe du leader mondial de l'aéronautique, Safran? Très bien. Permettez-moi de rappeler un indicateur fondamental qu'il faut aujourd'hui, je dirais, il faut communiquer autour. C'est premièrement ce qu'on appelle l'indice de positionnement stratégique dans la chaîne de production. Le Maroc aujourd'hui, il a la maîtrise. Il est dans, je dirais, dans les deux premières dimensions en matière de, je dirais, d'input aéronautique et aussi en matière de matériaux aéronautiques. Le Maroc a à peu près entre 33% à 40% de maîtrise de cette chaîne de valeur. Aujourd'hui, avec cette remontée en matière technologique, c'est ce qui a été signé devant notre auguste souverain, le roi Mohamed VI, nous allons passer vers un nouveau pilier en matière de production. C'est ce qu'on appelle les trains d'atterrissage. Et ces trains d'atterrissage, ce qui appartient à ce qu'on appelle les systèmes d'atterrissage, ils sont très complexes en matière de production et nécessitent une technologie de pointe. Et c'est dont va bénéficier le Maroc en matière de production aéronautique. Ce que ça va permettre, premièrement, ça va permettre au Maroc d'être le premier pays qui aura cette technologie à sa possession. Deuxièmement, il va nous rester un seul créneau pour pouvoir arriver à un taux d'intégration qui dépasse les 70% et pourquoi pas dans l'avenir atteindre les 100%, et avoir un avion à 100% marocain. Ça a été fait par la Chine avec l'entreprise Comar, mais on est maintenant nous avons la maîtrise du 4e, 3e, 2e niveau. Il nous restera un premier niveau pour atteindre la concurrence à l'international avec les grands, je dirais les grands mastodontes, à savoir Boeing, Airbus et Comar. Je rajoute un élément fondamental, si vous le permettez, c'est que aujourd'hui, cela va se faire aussi avec une transformation du capital humain, parce que aujourd'hui, vous allez atteindre ce système de, je dirais, d'atterrissage. Ça nécessite premièrement une maîtrise des technologies avancées, une maîtrise de l'intelligence artificielle, une capacité à produire avec le numérique, ça veut dire une numérisation de la production industrielle, et tout ça, ça ne peut se faire qu'avec un capital humain qu'il faut lever et hausser en matière de production. Alors, professeur Ferrano, hier, lors de la cérémonie de lancement donc, de ce projet présidé par Sa Majesté le Roi, le président du conseil d'administration du groupe Safran, Ross McInnes, a souligné que le groupe Safran ne produit pas au Maroc, pays stratégique donc pour le groupe, mais avec le Maroc justement. Cela en dit long sur l'apport des talents marocains dans l'aéronautique. Tout à fait. Je pense que ce qui a été dit comme message, c'est en fait la position aujourd'hui du Maroc. Aujourd'hui, le Maroc, on ne parle pas de délocalisation, on ne parle pas de sous-traitance, on parle d'un partenaire. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, dans la chaîne de production et la chaîne d'approvisionnement, le Maroc maintient une position stratégique. Il est à 33% dans la production des avions au niveau international. Il devient indispensable pour les grands leaders. Et là, je dirais le partenariat avec Safran, ça vient un partenariat, comme je l'ai dit tout à l'heure, win-win. Safran sait que le Maroc aujourd'hui a une position stratégique dans le secteur. Nous sommes dans la dimension 3 et la dimension 4, les leaders au niveau international. Et aujourd'hui, si on veut que l'approvisionnement reste stable et que les enjeux géopolitiques n'affectent pas l'industrie aéronautique, il faut qu'il y ait un partenaire de confiance. Et le seul partenaire de confiance, c'est le Maroc. Et je pense que la proximité géographique, l'infrastructure industrielle, la capacité, ou je dirais le capital humain qui travaille dans les industries aéronautiques marocaines, où nous avons plus de 150 entreprises, ils ont la capacité d'être un vrai allié pour Safran. Et au-delà de Safran, être un vrai allié de Boeing et aussi de Airbus. Et je vous rajoute une phrase très importante, c'est que le Maroc aujourd'hui, en se positionnant dans ce pilier de ce qu'on appelle les trains d'atterrissage, du système d'atterrissage, il est en train de rentrer dans un élan stratégique en termes de création de valeur ajoutée. Dans les deux dimensions, on était dominant, on avait une valeur ajoutée de 10% au maximum. Aujourd'hui, on passe à notre pilier, la valeur ajoutée va passer entre 35 à 40%. Ce qui veut dire que l'industrie aéronautique marocaine va devenir parmi les 3 grandes industries au Maroc, en suivant un peu le modèle qui a été établi dans l'industrie automobile. Zakaria Ferrano, merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'université Mohamed V de Rabat. Merci. Merci à vous. Direction Addis Abeba, où les travaux du 39e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont débuté ce matin
avec la participation du chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, qui représente Sa Majesté le roi Mohammed VI. L'occasion pour le Maroc de mettre en relief le rôle du royaume sous la conduite de Sa Majesté le roi en faveur de la promotion de l'action africaine commune pour faire face aux défis les plus urgents du continent. Les développements en compagnie de nos envoyés spéciaux sur place, Amjid El-Hallaoui, Fouad El-Harash. Le commentaire est signé Sophia Fegrut. Addis Abeba, le cœur diplomatique du continent, bat aujourd'hui dans la capitale éthiopienne, où se tient le 39e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le chef du gouvernement représente Sa Majesté le roi Mohammed VI à cette rencontre. Dans la salle plénière, Aziz Akhnouch multiplie les poignées de main et les échanges cordiaux avec plusieurs responsables. Cette concertation africaine a d'ailleurs été mise en avant dans son intervention lors de l'examen des rapports sur la paix et la sécurité. Le développement du continent ne saurait atteindre ses objectifs dans un contexte marqué par les conflits et l'incertitude, a-t-il dit, rappelant le rôle central du Conseil de paix et de sécurité en tant que cadre privilégié pour renforcer la prévention et la résolution des crises. C'est un rendez-vous annuel pour mettre en avant le rôle du royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi en faveur de la promotion de l'action africaine commune, d'autant plus que le Maroc est leader dans plusieurs questions, y compris la question migratoire, grâce aux dimensions humaines, sociales et économiques de son approche. C'est aussi une occasion d'encenser le rôle joué par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, dont le Maroc fait partie, après son élection pour un 3e mandat. Cela permet donc au Maroc de jouer un rôle central dans le continent. Ce rendez-vous m'a permis de rencontrer plusieurs hauts responsables et je suis honoré de représenter Sa Majesté le roi lors de cette importante rencontre. Ce 39e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a vu l'Angola passer le relais au Burundi pour diriger l'organisation continentale. Une transition à l'heure où l'Afrique aspire plus que jamais à parler d'une seule voix face aux défis actuels, notamment celui de l'accès à l'eau. Et sans transition, abordons le dossier des inondations au Maroc. Après l'amélioration des conditions météorologiques, le ministère de l'Intérieur enclenche le dispositif du retour progressif des populations évacuées des zones inondées de plusieurs communes des provinces de l'Araïch, Kenitra, Sidi Qassem et Sidi Slimane. L'opération ne sera engagée d'ailleurs qu'après rétablissement des conditions de sécurité et de salubrité afin d'accueillir la population dans les meilleures conditions sanitaires et environnementale. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué publié aujourd'hui. Plus de détails avec Sophia Fegrut. Les opérations de déblayage des débris des inondations ont démarré de façon progressive il y a une semaine dans les quartiers d'Ouar et zones où la situation hydrologique le permet. Selon le communiqué du ministère de l'Intérieur, d'importantes campagnes de nettoyage ont été lancées en parallèle. Les équipes mobilisées travaillent également au rétablissement de l'approvisionnement en eau potable et en électricité, ainsi qu'à la remise en état des réseaux d'assainissement et de télécommunications. Les routes et les voies d'accès ont été rouvertes afin de faciliter la circulation et de préparer le retour des habitants dans les conditions sanitaires et environnementales optimales. Par ailleurs, un dispositif logistique précis a été élaboré au niveau provincial. Il définit les moyens de transport, les itinéraires et l'organisation d'un retour par étapes, afin d'assurer la fluidité des opérations et la sécurité des citoyens. Parallèlement, un dispositif opérationnel et logistique bien défini a été élaboré au niveau de chaque province, définissant les moyens de transport, les itinéraires de déplacement, ainsi que l'organisation du retour par étapes, de manière à assurer la fluidité des opérations, la sécurité des citoyennes et citoyens, et le retour vers les zones dont la situation actuelle le permet. Le ministère précise que les quartiers et douars concernés par chaque phase, ainsi que le calendrier par étape ultérieure, seront annoncés progressivement par les autorités locales, à travers des communiqués officiels émanant des autorités locales, via les différents canaux, y compris par SMS, aux personnes concernées. Tout en affirmant son engagement ferme en faveur de la sécurité et la sûreté des citoyennes et citoyens, le ministère de l'Intérieur appelle les habitants des quartiers, douars et zones non concernées pour l'instant par les communiqués de retour émis par les autorités locales à ne pas se déplacer vers les zones sinistrées avant l'annonce officielle.
Nous réitérons notre appel aux citoyennes et citoyens à ne se diriger vers les zones sinistrées qu'après l'autorisation des autorités, à travers des canaux de communication viables. Et ceci ne se fera que si toutes les conditions de sûreté sont réunies. Des points de contrôle seront mis en place au niveau des entrées des zones concernées afin d'assurer que seules les zones autorisées sont accessibles. Le ministère de l'Intérieur salue par ailleurs le sens de responsabilité et l'esprit de citoyenneté dont ont fait preuve les populations des provinces touchées et appelle à la poursuite de la vigilance et au strict respect des consignes officielles. Enfin, le ministère assure que la mobilisation se poursuit. Objectif, apporter tout le soutien et l'accompagnement nécessaire jusqu'à la fin de cette phase exceptionnelle. Et vous avez dû le constater hier, des précipitations ont arrosé plusieurs provinces du Royaume. Durant ces dernières 24 heures, les hauteurs de pluie relevées par la Direction générale de la météorologie sont de 34 mm à Ifrane, Taza Aéroport 29 mm, Fès 19, Chefchaouen 13 mm, Sidi Slimane et Bni Mellel 12 mm. Il a été relevé 10 mm à Ben Slimane, Khouribga, El Houssima 9 mm, Tétou en Tanger et Casablanca 8 mm, Stade, Tanger-Port et Noissar 7 mm, et puis Titmeli et l'Araïch 5 mm. C'est l'heure de votre escale culturelle hebdomadaire. Elle sera aujourd'hui sous le signe de la calligraphie arabe, un art ancien qui a évolué au sein de la culture arabo-musulmane, mêlant la beauté visuelle à la profondeur du texte sacré. Aujourd'hui, cette expression artistique et spirituelle est célébrée par une jeunesse attachée à ses racines. Ismail Hassani, 33 ans, en est l'exemple vivant. Ce jeune autodidacte a réussi par le biais du digital à réaliser des œuvres d'art calligraphiques exceptionnelles avec des matières nobles. Ces créations conjuguent harmonieusement modernité et authenticité. Ismail El Hassani est le premier artiste marocain à avoir réinventé le tableau orné de textes sacrés en y apportant une esthétique dans l'air du temps. Le but étant de réintégrer ces œuvres d'art rehaussées de calligraphie dans les espaces de vie contemporains. Et l'artiste donc Ismail Hassani est avec nous ce soir comme invité de l'escale culturelle. Ismail Hassani, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un artiste passionné bien sûr de calligraphie arabe, nous venons de le dire, mais cette fibre artistique, vous l'aviez d'ailleurs développée il y a à peu près 9 ans. Auparavant vous étiez dans le domaine de l'hôtellerie. Tout à fait. Alors, l'hôtellerie à l'étranger, justement, comment est-ce que ce déclic du changement d'univers professionnel s'est-il opéré en vous? Autrement dit, quelle est l'histoire derrière ce cheminement vers l'art de la calligraphie? Alors effectivement, j'ai fait mes études en Suisse en hôtellerie-restauration. J'ai exercé à Courchevel en France et puis à Dubaï, suite à quoi je suis rentré au Maroc pour exercer dans le domaine. Et j'ai été recruté même par une grande chaîne, un grand palace parisien. Mais la procédure pour me ramener en tant que Marocain en France et exercer avec un passeport marocain était longue. Et durant cette période de transition, où j'attendais que mon dossier soit accepté pour aller à Paris, j'ai eu un voyage spirituel à la Mecque et à Médine, une Omra avec la famille, où j'ai vraiment goûté une saveur spirituelle intense. Donc c'est de là qu'est parti le effectivement, ça m'a permis justement de... j'ai décliné l'offre parce qu'elle n'était plus en adéquation avec mes nouvelles valeurs. Et puis, quand je suis rentré au Maroc, la seule façon pour moi d'exprimer ce cheminement spirituel, justement, c'était à travers l'art, à travers ces pièces que j'ai commencé à créer. Alors, vous n'êtes pas calligraphe, mais vous êtes un artiste qui emploie le digital pour concevoir des œuvres d'art où la calligraphie, d'ailleurs, arabe est omniprésente. Si vous pouvez nous rapprocher donc un petit peu de la conception de vos objets d'art. Alors, effectivement, toute pièce, avant d'être conçue physiquement, commence par une conception sur papier, comme à l'ancienne, ou bien sur des logiciels précis qui permettent justement de définir les matières, les dimensions, les couleurs,
la calligraphie choisie, les formes, etc. Donc tout ça est mis de manière digitale sur des logiciels justement que nous jeunes, nous pouvons utiliser bien comme il faut. Et aussi on utilise l'intelligence artificielle qui nous aide beaucoup dans ce domaine-là. Suite à quoi, après cette conception, on la prend et on respecte exactement ce qu'il y a dans le croquis pour produire une pièce et la ramener vers le monde tangible. Est-ce que vous vous rappelez de la première pièce d'art que vous avez confectionnée? Effectivement, je me rappelle très bien. C'était une applique en laiton où il y avait écrit les 2 lettres Yassine qui ouvrent la sourate Yassine du Coran. Et c'était une expression de mon amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, je l'ai toujours chez moi, gardée précieusement. Et je la garderai pour toujours. Ça me rappelle mes débuts et comment j'ai commencé. Alors, à quel moment, au juste, vous vous êtes décidé à transformer votre passion donc artistique en métier? Alors ça s'est fait exactement en 2020, début 2020, quand Covid avait frappé et qu'on était tous confinés chez nous à la maison. Ouais, juste avant, j'avais commencé un peu dans le garage de mes parents, quelques petites pièces pour la famille, les amis, de manière comme ça pour le plaisir. Ensuite, quand Covid a frappé, j'ai commencé à m'intéresser au marketing digital, à comment vendre en ligne, puisque tout était fermé à ce moment-là. Et c'est là où ma première vente a eu lieu. Un client avait commandé et puis je l'ai livré, je me suis fait payer. Et c'est là où j'y ai cru et c'est là où ça a commencé. Alors vous avez même lancé d'ailleurs une académie pour accompagner donc les personnes désireuses de s'adonner à cet art. Qu'est-ce qui vous a motivé pour franchir justement ce pas? Alors, c'est l'engouement qu'a eu, parce que justement, à travers le marketing digital, nous avons plus de 800 000 personnes qui nous suivent à travers les réseaux sociaux principaux, les 3 principaux, et les gens ne cessaient de demander via des messages privés, est-ce que vous pouvez nous apprendre cet art? Au bout d'un moment, j'ai cédé, j'ai ouvert cette communauté privée qui permet aux gens justement de manière digitale, encore une fois, à travers tout le royaume et même des gens hors du Maroc qui sont dans notre communauté et qui apprennent de manière digitale à faire cet art, de la partie de la conception à la fabrication jusqu'à la commercialisation à l'échelle locale et à l'échelle internationale, bien sûr. Alors, à votre avis, quelle place occupent aujourd'hui justement les œuvres d'art ornées de calligraphie arabe dans les intérieurs des maisons, dans nos espaces de vie? Alors, bien sûr, nous, en tant que musulmans, on a cette sensibilité vis-à-vis du Coran, des versets coraniques. On a envie d'avoir des tableaux coraniques accrochés chez nous. Ceci dit, les décorations ont changé aujourd'hui, les styles de maison ont changé, c'est devenu plus moderne, plus contemporain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens veulent avoir ce genre de tableau, mais ils veulent qu'ils suivent un peu le style de leur nouvelle maison, un style un peu moderne et contemporain. Et il y a un engouement extraordinaire aujourd'hui au Maroc et à l'étranger. Les gens ne cessent de demander à moi-même, aux gens de ma communauté qui ont appris cet art et qui aujourd'hui ont atteint un niveau d'exposants d'artistes confirmés. D'ailleurs, ils viennent de faire une exposition qui a toujours lieu à Casablanca. Et c'était une exposition magnifique, des pièces magnifiques. Et voilà, donc l'engouement, il est local, bien sûr. Les gens aiment beaucoup ce qu'on fait, et même au niveau international. Et aujourd'hui, les gens commencent à me demander, dans les pays du GCC, dans les pays d'Europe, les pays des États-Unis, s'il n'y a pas une formation adaptée à eux avec la langue anglaise ou la langue arabe classique. Donc on est en train de voir comment on peut ouvrir ce champ vers l'international. Alors, y a-t-il une lettre de l'alphabet arabe qui vous fascine et qui vous offre un large, disons, champ de créativité? Très belle question. Il y a une lettre spécifique, la lettre qui ouvre le premier verset du Coran de la Basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui est le ba, et qui, sa forme même, représente un contenant. Elle contient tout ce qui est, tout ce que Dieu a créé. Et puis, le point en dessous du ba, qui est ce secret divin que Dieu a manifesté à travers la création de son noble prophète, Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, c'est des choses qui m'inspirent dans mes créations et dans ma quête spirituelle. D'autres projets dans la calligraphie, une exposition peut-être? Oui, j'ai un projet qui me tient à cœur, une exposition sur laquelle je travaille depuis un bon moment. Et Inch'Allah, je communiquerai dessus. Une exposition qui va en même temps parler des pièces artistiques, mais aussi
une histoire à travers un film qui représente cette pièce. On est en train de travailler dessus. Ok. Alors, Ismaël Hassani, merci d'avoir été l'invité de l'Escale culturelle de ce samedi. Je rappelle que vous êtes un passionné de calligraphie arabe. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous pour l'accueil chaleureux. Et pour terminer, je vous rappelle qu'à l'occasion du mois sacré de Ramadan, nous allons bientôt repasser à l'heure légale GMT. Ce sera donc à partir de ce dimanche 15 février à 3h, tandis que le retour à GMT +1 en avançant de 60 minutes sera opéré après la fin du mois béni de Ramadan, soit le dimanche 22 mars à 22h. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end et à demain.